Chapitre 8. Sean le mince. L'aube nous apporta des nuages et de la pluie. Cela n'empêcha pas les hommes des mages de reprendre leur canonnade. Bien que le vent eût changé de direction, nos archers purent cribler les flèches les alentours du canon, nous procurant une heure de répit. Le temps que la pièce d'artillerie soit déplacée et mise hors d'atteinte. Néanmoins, ce recul n'ôta rien à la précision des tirs. En fin d'après-midi, la situation devint critique. Un petit trou perçait le mur du château. Selon Shea, il n'en faudrait pas beaucoup plus pour miner la muraille au-dessus. Un éboulis de pierre se formerait alors près du portail, sur lequel les assaillants n'auraient plus qu'à grimper. En désespoir de cause, il envoya à l'extérieur une vingtaine de cavaliers avec mission de tuer les canonniers. Ils furent interceptés d'abord par des cavaliers ennemis, puis par des soldats à pied. Malgré cette résistance, les hommes de Shea gagnaient du terrain. Ils auraient bientôt atteint leur but. Soudain, quelqu'un s'interposa. Oh yeah, baby. Un homme musculeux, à la forte carrure, à la tête rasée et au menton orné d'un bouc, avait surgi. Il était armé d'une énorme hache de guerre à 2 tranchants et s'en servait avec une efficacité mortelle. D'un seul coup, il jeta 2 de nos soldats à bas de leur monture. Aussitôt, le cours de la bataille changea. Nos ennemis combattirent avec une vigueur renouvelée, et Shea dut faire sonner la retraite. Le portail se referma juste à temps derrière les cavaliers rescapés, leurs poursuivants étaient sous nos murs. Ils n'y restèrent pas longtemps. Les archers de l'Alliance en tuèrent ou en blessèrent quelques-uns, les autres se retirèrent derrière le canon. Je m'attendais à ce que la canonnade reprenne. Au lieu de ça, l'espèce de géant s'approcha seul du portail. Il ne portait pas de drapeau blanc, mais sa hache, qui reposait sur son épaule. Contrairement au messager, il se montrait plein d'assurance et marchait d'un air bravache. Shea expliqua à l'épouvanteur. « C'est maître Doulan, le boucher, le chef des mages. » Doulan s'arrêta juste au-dessus de nous et nous affronta du regard. « Qui osera descendre se battre avec moi ?» ria-t-il d'une voix tonitruante. Personne ne répondit, et il eut un long rire méprisant. « Vous n'êtes que des haches, tout autant que vous êtes. Il n'y a pas un seul homme digne de ce nom parmi vous. » rugit-il en faisant des 100 pas devant nos murs, agitant sa hache avec un geste de défi. « Tuez-le, tuez-le » ordonna Shea à ses archers. Les flèches sifflèrent. Doulan ne portait pas d'armure. Sa mort paraissait certaine. Or, aucune ne l'atteignit. Les avait-il repoussés par magie? Si les mages avaient su, par la seule récitation d'un sortilège, transformer une troupe de débutants en canonniers experts, il était aussi capable du contraire, faire d'habiles archers des maladroits. Enfin, une flèche fila droit vers sa cible. J'attendis l'instant où elle allait transpercer le cœur du costaud. Mais balançant son énorme hache, comme si elle ne pesait pas plus qu'une plume, il détourna le trait, qui retomba inoffensif sur le sol. Avec un nouveau rire tonitruant, il se retourna et repartit tranquillement vers ses lignes. Toutes les flèches lancées vers lui se révélèrent trop courtes. Presque aussitôt, la canonnade reprit. Quand la lumière baissa, les canonniers cessèrent de marteler notre point faible. Mais nous le savions, le lendemain s'annonçait difficile. Dès que cette partie du mur s'écroulerait, l'assaut serait donné. Nous fîmes le point avec Shea. « Le château tombera demain, peut-être même peu après l'aube, » admit-il. « Je suggère que, lorsque la brèche sera faite, vous vous échappiez en emmenant notre prisonnier. Je peux vous fournir une escorte de 4 soldats. Je resterai ici avec mes troupes et nous vendrons chèrement nos vies. » L'épouvanteur approuva d'un air grave. « Oui, ça me paraît la meilleure solution. Mais comment sortir sans être vu ?» « Il y a une petite porte dans le mur sud, dissimulée par des buissons et un monticule de terre. L'attention de l'ennemi sera fixée sur la brèche. Cela vous donnera une chance de réussir. » « Nous devrons garder le mage en vie et hors de portée les autres, » reprit mon maître. « Où pourrons-nous aller? Existe-t-il un autre refuge ?»« Non, vous retournerez dans ma maison de Kenmar, c'est l'endroit le plus sûr. » Shea ajouta avec un soupir. « Ce ne sera pas facile, l'issue du voyage est incertaine. À l'est et au sud s'étendent les zones marécageuses. Vous vous dirigerez vers Ligny, puis vous suivrez la rive et passerez par la montagne. Mes hommes vous guideront. Vous passerez au nord de Steg et en évitant le fort. Puis vous obliquerez vers Kenmar. »« On ne devrait pas partir plus tôt tout de suite ?» suggérai-je. «
Vous dites que la petite porte est dissimulée, mais les espions des mages la connaissent peut-être. On aurait plus de chance en quittant la château de nuit. » Alice approuva, mais l'épouvanteur réfléchit, et je crus qu'il allait refuser ma proposition. Enfin, il se tourna vers Shay. « Le garçon pourrait bien avoir raison. Cela poserait-il un problème ?»« Aucun, hein, vous serez parti dans une heure. » Nous fîmes donc nos préparatifs. Le mage fut tiré de son cachot, ligoté avec des cordes, les bras le long du corps. On lui noua un bandeau sur les yeux. Un bâillon l'empêchait d'appeler à l'aide. Seules ses jambes furent laissées libres. Cela fait, nous prîmes congé de Shay en lui souhaitant bonne chance. Les 4 soldats qui formaient notre escorte nous guidèrent jusqu'à la petite porte sud. Après avoir monté les marches qui y conduisaient, ils écoutèrent attentivement. Aucun bruit ne leur signala une quelconque activité à l'extérieur. La voie était libre. Ils firent signe au chef d'une escouade postée là pour prévenir toute attaque de ce côté. Celui-ci déverrouilla la porte métallique avec une grosse clé. Elle s'ouvrit vers l'intérieur, révélant une butte de terre et de rochers. 2 soldats sortirent avec des pelles et dégagèrent rapidement le passage. L'air frais nous balaya aussitôt le visage. Pendant que les hommes travaillaient, l'épouvanteur nous avait regardés l'un après l'autre avant de chuchoter. « Si ça tourne mal et qu'on soit obligé de se séparer, on se retrouve au bord de la rivière. » Il faisait nuit noire à présent. La prudence nous interdisait d'allumer torche ou lanterne. Nous ne devions pas nous quitter d'une semelle. Le monticule de terre qui s'élevait devant la porte le rendait invisible de loin. Mais il n'était pas exclu que des soldats ennemis fussent embusqués de l'autre côté. Les mages pouvaient avoir découvert l'existence de cette issue. Une sorcière aussi douée que celle de Pendle l'aurait flairé à coup sûr. L'instant était crucial. Les 4 soldats passèrent en tête. Ils escaladèrent la butte pour se cacher dans les buissons au sommet. Nous tendîmes l'oreille. Pas un bruit. La voie était libre. L'épouvanteur poussa le prisonnier devant lui et je le suivis avec Alice. Nous accroupîmes dans l'herbe tandis que la porte se refermait dans notre dos. Nous étions livrés à nous-mêmes désormais. En cas d'attaque, nous ne recevrions aucune aide du château. Nous escaladâmes la pente pour nous accroupir auprès de notre escorte. Des feux des feux brillaient au loin, au sud, à l'est et à l'ouest. Nous étions encerclés. Mais il y avait des espaces plus ou moins importants entre les feux. Les sentinelles montaient sûrement la garde. On pouvait espérer que le gros des troupes dormait. Nous descendîmes la pente en rampant l'un après l'autre. Arrivés en bas, nous avançâmes prudemment. 3 hommes allaient en tête, suivis par l'épouvanteur, et le 4e qui encadrait le prisonnier. Alice et moi fermions la marche. À intervalles réguliers, nous restions immobiles, aplatis sur le sol humide. Au bout d'une quinzaine de minutes, nous avions presque atteint l'anneau de feu qui encerclait le château. Nous étions à mi-chemin entre deux, éloignés d'environ 50 pas. Une sentinelle était debout à l'entrée d'un abri fait de pots jetés sous des montures de bois. D'autres hommes, qui n'avaient sans doute pas trouvé de place dans la tente, dormaient à la chaleur du feu. C'était le moment crucial. Si on était repéré, des dizaines d'individus armés nous tomberaient dessus. Nous repartîmes, dépassâmes les feux et fûmes bientôt accueillis par l'obscurité bienveillante. De nouveau, nous nous jetâmes à terre dans le noir. Mais alors que nous reprenions notre reptation, un de nos soldats réprima une toux. Nous nous figeâmes instantanément. Un coup d'œil sur ma gauche m'apprit que la sentinelle s'était tournée dans notre direction. Je retins mon souffle. J'entendais devant moi le soldat suffoqué, retenant son irrépressible envie de tousser. S'il n'y parvenait pas, il nous mettrait en grand péril. Il perdit la bataille, et une quinte violente lui échappa. Aussitôt la sentinelle appela aux armes. Elle tira son épée et s'élança vers nous. D'autres soldats se joignirent à elle. Sautant sur nos pieds, nous filâmes à toute vitesse de nos jambes. Notre seul espoir était de perdre nos poursuivants dans le noir. Notre escorte avait fui de son côté. Un bref instant, Alice courut juste devant moi. Puis je rattrapai l'épouvanteur qui entraînait difficilement Cormac. J'attrapai notre captif par son autre bras pour aider mon maître. Mais c'était sans espoir. En me retournant, je vis briller les torches. J'entendis un martèlement de bottes. Il gagnait du terrain. Le sol irrégulier rendait notre course de plus en plus difficile. De l'eau gicla sous mes pieds. Nous entrions dans les marécages. Nous étions dispersés à présent. Nos guides quelque part devant, et je craignais de trouver bientôt sous nos pieds un sol traître qui nous enliserait. Et le plus grand danger nous talonnait. D'un geste instinctif et simultané, l'épouvanteur et moi jetâmes notre prisonnier à genoux. Puis, nous fîmes face, le bâton en position de défense. Je me souviens de m'être demandé où était Alice. Elle n'avait pas d'armes et ne pouvait pas combattre. Elle ne pouvait pas non plus s'éloigner sans perdre la protection de la fiole de sang. J'avais cependant une question plus urgente sur laquelle me concentrer. Un mage à la barbiche pointue, une épée dans une main et une torche dans l'autre, courait droit sur moi. Sa bouche grande ouverte découvrait ses dents, on aurait dit une bête sauvage. Évitant son coup d'épée, je visai son front du haut de mon bâton. J'atteignis ma cible et le choc fut augmenté de la vitesse de mon adversaire. Il tomba et son épée lui échappa des mains.
mais d'autres hommes arrivaient. Nous fûmes bientôt encerclés. Un moment, nous luttâmes dos à dos, mon maître et moi. Nous avions simultanément relâché la lame rétractable de nos bâtons. Maintenant, c'était tuer ou être tué. Nous nous battîmes avec le courage du désespoir, frappant, virevoltant. Puis, sous la pression de nos adversaires, nous nous trouvâmes séparés, menacés de tous côtés, sans personne pour assurer mes arrières. Je commençais à m'épuiser. La lutte était acharnée. Je crus que c'en était fait de moi. Soudain, j'entrevis une chance de salut. Des 3 soldats qui me harcelaient, un seul portait une torche. Je la fis sauter de sa main, et elle s'éteignit en tombant sur le sol imprégné d'eau, ce qui nous plongea dans le noir. Dans la confusion qui suivit, je m'élançai vers ce qui me parut être le sud-est de la rive de Ligny. L'épouvanteur nous y avait donné rendez-vous si les choses tournaient mal. C'était le cas, et je m'inquiétais affreusement pour Alice. Si elle était trop éloignée de la fiole de sang, le malin s'emparerait d'elle. Notre tentative pour nous échapper avec notre otage s'achevait en désastre. Nous étions dispersés, et les mages avaient sûrement secouru leur père. Rien ne les empêcherait plus d'accomplir la cérémonie. Des jours sombres s'annonçaient pour l'Alliance. Je m'arrêtai un instant pour regarder derrière moi, l'oreille tendue. Aucun signe de poursuite. Les feux de camp n'étaient plus au loin que de minuscules têtes d'épingle. Mes yeux s'étaient accoutumés à l'obscurité. Je continuai donc prudemment, testant à l'aide de mon bâton la profondeur de l'eau sous mes pieds. Cela m'évita plus d'une fois de m'embourber et d'être aspiré dans les profondeurs des marécages. Malgré tout, je trébuchais constamment contre des touffes de joncs ou m'enfonçais jusqu'aux genoux dans une vase puante et froide comme la glace. Le souvenir que j'avais gardé de la carte de Chez ne me fournissait que peu d'indices sur la distance qu'il me restait à parcourir, et ma progression était difficile. Je me rappelais que je devais passer au nord des montagnes pour atteindre la rivière. En dehors de ça, ma connaissance du terrain était vague. Je savais toutefois que le fort de Steig s'élevait au sud des collines. Un certain nombre de mages et leurs serviteurs y seraient encore. C'était un endroit à éviter à tout prix. Il m'était difficile de mesurer l'écoulement du temps, mais le ciel finit par s'éclaircir. L'aube approchait. J'espérais encore atteindre la rivière. Hélas, je ne devais pas avoir cette chance. Les tentacules de brume se mirent à serpenter autour de moi, et je fus vite environné par un épais brouillard. Il n'y avait pas un souffle de vent, à part le bruit de ma respiration et le clapotis de mes bottes dans la boue. Tout était silencieux. Plus tard, dans les premières lueurs de l'aube, j'aperçus un cottage à travers le brouillard. Un grand homme mince en sortit, une pelle sur l'épaule. Il portait une veste à capuchon, pas très différente de mon manteau. Son front semblait dépourvu de cheveux. Il évoquait un ramasseur de tourbe se préparant à une rude journée de labeur, pressé de profiter des courtes heures de lumière en cette fin d'hiver. Il marcha à ma rencontre avec un large sourire. Je remarquai alors l'extrême pâleur de son visage. Ce n'était pas le teint de quelqu'un qui travaillait en plein air. « Bah, tu m'as l'air perdu, mon garçon. Où vas-tu » me demanda-t-il. Il avait la voix plus rauque qu'un vieux crapaud. La peau était tendue sur ses pommettes. De près, elle était jaunâtre, comme s'il relevait tout juste de maladie. Ses paupières tombantes cachaient à demi des yeux profondément enfoncés dans leurs orbites. « Je vais à la rivière » répondis-je. « Je dois y retrouver des amis. »« Bah, tu t'es écarté du chemin. Tu devrais te diriger de ce côté » déclara-t-il en pointant du doigt. « Tu as marché toute la nuit ?» Je fis signe que oui. « En ce cas, tu dois avoir froid et faim. Madame Scarabech te donnera quelque chose à manger et tu te réchaufferas près du feu. » Il désigna le cottage. « Frappe doucement pour ne pas réveiller le petit, et dis-lui que c'est Sean le mince qui t'envoie. » Le bonhomme avait une drôle d'allure, mais j'avais grand besoin de repos et de nourriture. Je le remerciai, marchai jusqu'au cottage et cognai à la porte, essayant de ne pas faire trop de bruit. J'entendis un tapotement de pieds nus, et la battance s'entr'ouvrit. Il faisait sombre à l'intérieur, et je ne distinguais qu'un œil qui n'oscillait pas. « C'est Sean le mince qui m'envoie » annonçai-je à voix basse pour ne pas réveiller l'enfant. « Pouvez-vous me servir un petit déjeuner si ce n'est pas trop de dérangement ?» Pendant plusieurs secondes qui me parurent interminables, il n'y eut pas de réponse. Puis la porte tourna silencieusement, et une femme apparut, enveloppée dans un châle vert. Ce devait être Madame Scarabech. Elle semblait triste et, comme Sean, elle était très pâle avec des yeux rougis, laissant penser qu'elle venait de pleurer ou qu'elle était restée debout dans toute la nuit. Le bébé l'avait sans doute empêchée de dormir. « Ah, tu m'invita-t-elle d'une voix douce. » Le contraste entre sa voix et celle de Sean me frappa. « Mais laisse ton bâton à l'extérieur, » ajouta-t-elle. « Nous n'avons pas besoin des services d'un épouvanteur ici. » Sans me méfier, j'obéis, appuyai mon bâton contre le mur, près de la fenêtre, et j'entrai. L'intérieur était petit mais confortable. 2 tabourets étaient placés près de l'âtre, où brûlait un feu de tourbe.
Une barcelonnette était rangée contre le mur du fond, et Scarabée la balança doucement au passage. 1 minute plus tard, elle me tendit un bol. Voilà un pot de gruau. C'est tout ce que nous avons. Nous sommes de pauvres gens, les temps sont durs, et je dois subvenir aux besoins de ma famille. Je la remerciai et commença à en manger le porridge avec mes doigts. Il était froid et collant, mais, après ce qu'elle m'avait dit, je dissimulai de mon mieux ma répugnance. Ce n'était pas vraiment mauvais, seulement un peu bizarre, avec un arrière-goût épicé. Curieusement, cela me dessécha la bouche. Merci, dis-je après avoir fini le gruau, m'étant efforcé de ne pas en laisser une miette. Cela vous dérangerait-il de me donner un verre d'eau? Oh, tu n'as pas besoin d'eau, me répliqua Scarabée d'un ton énigmatique. Pourquoi ne pas t'allonger ici, au chaud, et te reposer un peu? Les dalles étaient dures et froides, malgré la proximité du foyer, mais je me sentais soudain si fatigué que j'acceptai l'invitation et m'allongeai devant le feu. Ferme les yeux, m'ordonna Scarabée. C'est un sage conseil, quand la nuit sera tombée, ce sera mieux pour nous tous. Je me souviens d'avoir remarqué l'étrangeté de ces paroles. Que voulait-elle dire? Et pourquoi la nuit serait-elle mieux pour nous tous? De plus, le soleil s'était levé que depuis une demi-heure, tout au plus. Pensait-elle que j'allais dormir aussi longtemps? Et n'avais-je pas quelque chose à faire? Quelqu'un à rencontrer? Mais j'avais l'esprit confus. Je ne me souvenais plus ni qui, ni où.